Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? Content de vous retrouver ce matin, comme à chaque dimanche, pour une analyse ponctuelle mais en profondeur de ce qui se passe dans notre pays d'Haïti et ce faisant aussi dans nos pays africains. Nous allons parler d'Haïti, nous allons aussi parler de l'Afrique, nous allons parler du monde. Car cette semaine, c'était l'ouverture officielle de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. En général, personne ne s'intéresse à cela, car il ne se passe pas grand-chose lors de ces grands-messes, sinon que des gens vont là pour prononcer des discours, les uns plus ennuyeux que les autres. Sauf que cette semaine, à l'ouverture générale, donc à l'ouverture de la 77e Assemblée générale des Nations unies, il s'est passé un certain nombre de choses sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention. Et honnêtement, en écoutant au moins 2 discours, je me suis dit, non, il y a de l'espoir pour nos pays africains, il y a de l'espoir aussi pour Haïti. Entre-temps, en parlant d'Haïti, les choses se corsent. J'aurai quelques mots de félicitations à présenter à au moins un politicien, mais aux gens de la population civile, et j'aurai des reproches, comme toujours, à faire à certains politiciens. Eh bien, le menu est présenté, vous connaissez le rituel, offrez-vous à ce stade-ci une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens après la pause que voici, c'est convenu, à tout à l'heure. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom,
Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien. Au téléphone 514-867-8352. Son email lilucien@royallepage.ca. Louis-Yves Lucien, la fiabilité à portée de main. Avant la pause, je vous avais promis de vous parler de l'objet de ma fierté en tant que noir. J'ai demandé à mon équipe technique de placer sous l'émission de ce matin le lien vers le discours qui m'a impressionné lors de la 77e, enfin lors de l'ouverture de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Voilà un modèle de discours qui me rappelle ce que furent nos ancêtres. En entendant parler la personne que je vais vous présenter, eh bien, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à un Toussaint Louverture, d'actualiser un Toussaint Louverture. J'imaginais un Toussaint Louverture prenant la parole à l'Assemblée générale des Nations unies. J'imagine un Jean-Jacques Dessalines prenant la parole ou un Henri-Christophe prenant la parole à une session d'ouverture générale des Nations unies. Eh bien, c'est le genre de discours que nos ancêtres auraient pu prononcer devant ces malveillants qui se croient être les maîtres du monde et qui sont passés maîtres en matière de leçons, qui sont des donneurs de leçons en matière de droits de l'homme, en matière de démocratie, mais quand on prend le temps d'analyser ce qu'ils font dans nos pays, ce sont véritablement des assassins, des génocidaires et des malveillants. Eh bien, celui dont je vous parle, c'est le représentant officiel du Mali lors de l'ouverture officielle de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Ce discours fait une trentaine de minutes, mais en vérité, je vous donne la garantie, ce ne sera pas du temps perdu. Voilà un homme qui arrive à l'Assemblée générale des Nations unies dans un contexte particulier. Contexte particulier, pourquoi? Parce que après que la France, pendant les dernières années, a nourri des guerres civiles, a nourri l'insécurité sur le territoire malien, promettant de sécuriser le territoire, promettant de mettre un terme aux attaques terroristes et, n'est-ce pas, se servant, manipulant le président qui était jusque-là en place. Et bien après tout cela, le colonel Goïta a mis de l'ordre dans la maison. Il est en train de mettre de l'ordre dans la maison. Pour y arriver, il s'est assuré, si vous voulez, de la solidarité de ses frères d'armes, mais sachant qu'il a affaire à un méchant plus puissant que lui, avant même de réaliser son coup, eh bien, il a contracté une belle alliance, une alliance que j'appelle une alliance horizontale. On a l'impression que c'est une alliance entre pairs, P-A-I-R-S, avec la Russie. Parce qu'il savait qu'il aurait besoin du service de renseignement de la Russie, il savait qu'il aurait besoin de l'appui militaire de la Russie pour faire face à la très malveillante, mais à la très puissante République française. Alors, on le sait, je vous en ai parlé à quelques reprises, le colonel Goïta, président provisoire de la transition, a échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. La France arme, n'est-ce pas, des Maliens pour l'assassiner. Il arme des rebelles en violant l'espace aérien du Mali, en y envoyant des drones ou tout simplement en dépêchant des hélicoptères qui larguent des armes aux rebelles. Question de déstabiliser, n'est-ce pas, ce qui est en train de se faire là. Et l'ambassadeur du Mali
aux Nations Unies cette semaine a fait l'objet de ma fierté. Il a dit ces 4 vérités à la ministre de la France qui est allée prendre la parole comme donneuse de leçons aux États africains. Il a remis à sa place les pantins africains que la France et d'autres pays occidentaux utilisent pour leur propre agenda à eux, les Occidentaux, et non pour le bien de la population. Et il a lui-même, en tant qu'ambassadeur, au nom du colonel et président Goïta, rappelé que les priorités du Mali sont celles qui sont décidées par le Mali lui-même. Quelles sont ses priorités? Sécuriser son territoire, neutraliser les terroristes qui sont armés par la France, renforcer les institutions républicaines, n'est-ce pas, reconstruire la maison. J'étais tellement fier d'entendre, n'est-ce pas, les mêmes verbes, les mêmes formules qu'on a l'habitude d'utiliser à cette émission. Et ce qui fait encore plus ma fierté, c'était d'entendre cet ambassadeur dire « Le Mali choisit souverainement les pays avec lesquels il entretient des relations ». Et publiquement, il a remercié la Russie pour son support, il a remercié les Russes pour leur rapport à la stabilisation du pays, tout en réservant, tout en gardant la porte ouverte à tout autre pays qui serait de bonne foi et qui viendrait, si vous voulez, coopérer, non pas en imposant, n'est-ce pas, leur propre vue, mais coopérer à l'intérieur de l'agenda qui est décidé par le Mali. Le voici, il vient de sortir de presse. Eh bien, comme convenu, depuis le 1er octobre, donc il est disponible, et ceux qui l'avaient précommandé sont en train de le recevoir ou vont le recevoir. Au fait, ceux qui avaient commandé la version française sont en train de recevoir leur copie. Quant à la version anglaise, elle sort de presse le 10 octobre prochain, et si vous l'aviez précommandé, vous allez recevoir votre copie dans les jours qui suivent. C'est une biographie à laquelle j'ai consacré beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie, plus de 390 pages de biographie sur Toussaint Louverture. On y découvre un Toussaint Louverture très fier, un Toussaint Louverture sans complexe, un Toussaint Louverture très proche de son peuple. Il recevait tous les soirs en sa résidence Monsieur et Madame Tout-le-Monde pour s'assurer que ses politiques publiques étaient en parfaite adéquation avec les besoins de son peuple. On y découvre aussi un Toussaint Louverture qui construisait des écoles, qui construisait des villes, un Toussaint Louverture qui prononçait des discours dans l'intention ferme que ces phrases soient retenues par la postérité. Et en parlant de phrases, je vais vous faire une citation au fait de Toussaint Louverture. C'est l'une de ces phrases que je préfère, d'autant qu'elle est pertinente dans notre Haïti d'aujourd'hui. Écoutez ce qu'avait prononcé Toussaint Louverture lors d'un discours au Mall Saint-Nicolas. Il est facile d'abattre l'arbre de la liberté, mais pas si facile de lui redonner vie. Je pense que nous sommes en train de vivre cela. Il est tellement facile d'abattre quelque chose de grand, quelque chose de noble, mais s'agissant de reconstruire, n'est-ce pas, cet héritage, c'est plus difficile. Honnêtement, c'est un livre à avoir, c'est un livre à lire en tant que Noir, en tant qu'Haïtien, en tant que personne de bonne volonté qui s'intéresse à l'autodétermination des peuples. C'est un livre à donner, à passer à ses enfants pour qu'on réalise à quel point nos ancêtres étaient en avance sur leur temps. Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, désormais disponible partout et en particulier sur mon site. Toussaint Louverture, avez-vous votre copie? Allez, à bientôt. Quand j'ai entendu cet illustre ambassadeur et quand je vois ce qui s'opère effectivement au Mali, je me dis, nous avons là un bel exemple de ce qu'il nous faut faire. Il y avait jusque-là un blocage au Mali
Il y avait jusque-là, n'est-ce pas, du surplace. La France qui considérait que le Mali lui appartenait et qu'elle pouvait y faire tout ce que bon lui semblait. Et là, le colonel Goïta a mis un terme à cette farce et il est en train de mettre de l'ordre dans la maison. Et ce que j'aime surtout, et c'est ce que je prône à cette émission, c'est sa résistance à cette histoire de transition en 6 mois, 8 mois, cette précipitation vers des élections, comme si les élections étaient la panacée, le remède universel, n'est-ce pas, à la déstabilisation de nos pays. Non, le colonel Goïta a dit on va prendre le temps de reconstruire la maison, on va prendre le temps de revoir nos institutions, on va prendre le temps de revoir nos lois. Et entre-temps, on lance un dialogue pan-national. Il faut qu'on se parle en tant que Maliens. Et pour arriver à sécuriser notre pays, sachant que nos ennemis sont puissants, nous décidons souverainement de faire alliance avec la Russie. Pourquoi la Russie? Parce que la Russie, jusque-là, vis-à-vis de nos pays africains, fait preuve de plus de respect. Elle propose tout simplement une autre façon de faire de la business parce que les relations diplomatiques, ne nous le cachons pas, c'est de la business. La Russie propose une autre façon de faire de la business et la Russie, quand elle débarque, n'est-ce pas, dans un pays, dans un esprit de coopération, elle fait ce qu'on appelle justement un transfert de compétences, un transfert de savoir et de savoir-faire. C'est un petit bijou de discours. Et encore une fois, pour vous qui pensiez que tous nos frères africains, pour vous qui pensiez que tous les politiciens africains sont des pantins, sont des laquais des pays anciennement colonisateurs, non, cet ambassadeur-là, n'est-ce pas, fait l'objet de notre fierté. Et si vous prenez le temps d'écouter son discours, vous allez l'applaudir à deux mains. Et puisque, comme j'aime à vous le rappeler, 33% de nos auditeurs et auditrices sont des frères et sœurs africains ou africaines, eh bien, je vous demande à vous, mes frères africains, de transmettre au colonel Goïta, à son illustre ambassadeur, toutes nos félicitations, nos vives félicitations. Et dites-leur au colonel Goïta et à tous les membres de son gouvernement, à ce bien-aimé ambassadeur, que quand je suis quelquefois en proie au découragement, c'est vers le Mali que je regarde pour retrouver de l'espoir. Si le Mali a pu foutre un coup de pied dans le derrière, dans le cul des Français, qui ont considéré que ce pays-là leur appartenait et qu'ils pouvaient, les autorités françaises, qu'elles pouvaient faire des Maliens tout ce qu'elles voulaient, eh bien le colonel Goïta s'est dressé comme un arbre fier, droit, tel un Toussaint Louverture, tel un Jean-Jacques Dessalines, tel un Henri Christophe, pour leur dire, n'est-ce pas, qu'il ne rendra pas le Mali à la France et que le Mali doit appartenir aux Maliens. Les ressources maliennes doivent servir au bien-être du peuple malien. Bravo au colonel Goïta, bravo à cet illustre ambassadeur. Un autre élément de fierté, c'est de voir à quel point ce discours a été bien préparé. Il ne s'agit pas d'aller raconter n'importe quoi, comme l'avait fait notre pitoyable ambassadeur, notre pitoyable ministre des Affaires étrangères, n'est-ce pas, haïtien, à la même tribune. Non, on sent que c'est un discours qui a été bien préparé, les phrases ont été bien choisies, les exemples ont été bien pensés, les répliques aussi, n'est-ce pas, ont été bien senties. Et à un moment donné, ceux qui écoutaient son discours se sont surpris à l'applaudir, tant c'était un discours bien écrit, bien senti. Bravo. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie,
nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Et quand je l'ai écouté, je n'ai pas seulement pensé à notre illustre Toussaint Louverture, j'ai pensé aussi à un grand frère qui a vécu seulement dans les années 50, Émile Saint-Lô, qui fut rapporteur général lors de la fondation même des Nations Unies, car Haïti est un pays fondateur des Nations Unies. Et quand l'ambassadeur, l'illustre ambassadeur Émile Saint-Lô prononçait ce discours-là, n'est-ce pas, aux Nations Unies, les gens ont applaudi. Et je veillerai à ce que dans les prochains jours, mon technicien mette aussi le lien vers le discours d'Émile Saint-Lô. Vous savez, l'histoire, et je l'ai écrit dans mon livre sur Toussaint Louverture, j'ai dit dans ce livre-là que l'histoire a ceci de particulier, qu'elle peut fertiliser la pensée individuelle et redynamiser une collectivité en proie au désespoir. En tout cas, c'est pas pour rien que je suis historien, c'est pas pour rien que j'aime l'histoire, c'est pas pour rien que j'écris sur la vie des gens, parce que, eh bien, dans la vie des gens, je trouve remède à mon découragement. Parce que l'histoire, je me répète, a ceci de particulier qu'elle peut fertiliser la pensée individuelle et redynamiser une collectivité en proie au désespoir. Voilà ce que peut faire, n'est-ce pas, le continent africain. Voilà un bel exemple de ce que peut devenir Haïti le jour où ce pays aura à sa tête des leaders verticaux, des leaders fiers, des leaders qui dirigent leur pays dans l'intérêt de leur nation, de leur peuple, sans complexe d'infériorité. Et là, l'homme portait, si vous voulez, cette tenue traditionnelle africaine. Il n'avait pas froid à l'œil. Il regardait les dirigeants de ces nations malveillantes et leur disait leurs 4 vérités. Ici, il s'agissait de la France, mais pas seulement de la France, mais du secrétaire général des Nations Unies qui a osé s'immiscer dans les affaires souveraines du Mali, comme si le Mali, n'est-ce pas, pays avec une longue tradition d'empire, pays avec une longue tradition des droits de l'homme, hein. J'ai rappelé il y a quelque temps à un professeur de droit qui, en parlant de l'histoire, n'est-ce pas, du droit, référait essentiellement à la Grèce, essentiellement à Rome, comme si le droit est né avec ces pays occidentaux, d'autant que dans le cas de la Grèce, ces grandes idées ont été volées, ont été puisées, n'est-ce pas, dans le continent mère, l'Afrique. J'ai rappelé à ce prof que non, attention, hein, on a des chartes africaines qui remontent à beaucoup plus loin que ces quelques fragments de loi qu'on attribue aux Romains, en sorte que c'est une falsification. On appelle ça de l'épistémicide, n'est-ce pas, en sociologie. C'est une falsification de l'histoire que de nous faire croire que le concept de droit de l'homme, le concept de respect pour la population est né avec les Romains, avec les Grecs. Faux! Les Occidentaux ont ceci comme maladie, et c'est une pathologie terrible, que de croire que tout ce qui est beau, tout ce qui est bien, tout ce qui est grand vient d'eux. C'est pas vrai. Et il faut résister. C'est pour cela qu'il faut s'armer jusqu'aux dents de sciences historiques. En particulier, disait notre frère, n'est-ce pas, Cheikh Anta Diop, eh bien, notre ambassadeur, notre illustre ambassadeur du Mali, remettait le secrétaire général de l'ONU à sa place en lui disant qu'il n'est pas dans l'attribution d'un secrétaire général des Nations Unies de faire la leçon à une nation souveraine dans des champs souverains, dans des champs qu'on appelle justement les compétences régaliennes. Vous savez,
le secrétaire général des Nations Unies, qui n'est pas chef d'État, qui n'a jamais géré un pays, n'a absolument aucune crédibilité s'agissant de dire à d'autres chefs d'État quoi faire. D'autant que dans le cas des pays africains, on sait bien que les Nations Unies sont vassalisées par les États-Unis et quand le secrétaire général des Nations Unies parle à un pays africain, il relaye tout simplement les vieux discours racistes, les discours xénophobes, les discours condescendants des États-Unis ou de la France, et l'illustre ambassadeur du Mali a remis le secrétaire général à sa place. Bravo. Nous sommes un peuple fier. Nous sommes un peuple riche par sa culture politique, sa culture, si vous voulez, sociologique, son savoir-vivre, etc. Et l'occidental, encore une fois, dans sa perversion intellectuelle, tend ou fait croire que l'histoire de l'Afrique a commencé avec l'histoire de l'esclavage, en sorte que avant l'esclavage, n'est-ce pas, du XVe siècle, la traite négrière, eh bien, nos ancêtres étaient une bande de sauvages qui n'avaient aucune idée de ce qu'est l'État, qui n'avaient aucune idée de ce que fut la civilisation. Il faut être soit de mauvaise foi, j'appelle ça de la perversion intellectuelle, ou tout simplement de gros imbéciles, pour croire que des concepts de droits de l'homme, des concepts de civilisation sont nés avec l'Occident. Faux. L'Occident, je le répète, a puisé la plupart de ses idéaux chez nous en Afrique, et après avoir assassiné nos transmetteurs de ces idéaux, eh bien, il s'attribue ces mêmes idéaux et nous fait croire que c'est lui qui est désormais porteur du bon, du beau, du grand. Bravo à cet illustre ambassadeur du Mali. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien, au téléphone 514-867-8352. Son email, lilucien@royallepage.ca. Louis-Yves Lucien, la fiabilité à portée de main. Le deuxième objet de ma fierté cette semaine, c'est un Russe. Je pense que c'est l'ambassadeur russe auprès des Nations Unies. Je vous fais un peu de contexte. Vous savez, lors de l'ouverture générale des sessions des Nations Unies, eh bien, les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les diplomates en profitent pour magouiller, pour grenouiller, pour comploter. C'est ainsi que Trudeau, le jeunot Trudeau, petit blanc de bec Trudeau, a décidé qu'il tiendrait une rencontre sur Haïti, je ne sais pas qui lui a demandé ça, sur la question de la sécurité en Haïti. Bon. Et là, il promet des millions, il promet des blindés, il promet des armes, comme si la question de la sécurité en Haïti, c'était une affaire de manque d'armes ou se réduisait à un manque d'armes des policiers. Il fait exprès, Trudeau, pour nous faire croire, c'est de l'enfumage mental, c'est de la manipulation. Il donne l'impression que le problème de l'insécurité en Haïti, ce n'est pas un problème politique, c'est un problème de manque de moyens. Il sait que c'est faux. Alors là, il a demandé une rencontre, non pas seulement avec des politiciens, des représentants qui se sont réunis, comme je viens de le dire, à l'Assemblée générale des Nations Unies, il est allé même tenir une rencontre
si vous voulez, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et là, mon ami, l'ambassadeur de la Russie auprès des Nations Unies a dit ces 4 vérités, non seulement aux États-Unis, non seulement à la France, au Canada, aux pays occidentaux. Au fait, je ne parle pas le russe, donc son discours était traduit, vous savez, dans l'une des langues officielles des Nations Unies, le français étant justement l'une de ces langues officielles. Et incidemment, historiquement, si le français aujourd'hui est reconnu comme une langue officielle aux Nations Unies, c'est grâce à Haïti. Ça, il faut rappeler ces vérités historiques. Et là, l'ambassadeur de la Russie aux Nations Unies a pris l'exemple d'Haïti. A dit, écoutez, vous nous faites la leçon parce que nous défendons, n'est-ce pas, vis-à-vis de votre tentative d'endiguement de notre pays en vous servant de l'Ukraine. Mais regardez ce que vous avez fait aux Haïtiens. J'entendais ce monsieur, j'étais ému jusqu'aux larmes. J'ai dit, voilà un étranger qui est bien informé de la malveillance des Américains en particulier. Au nom de la doctrine Monroe, les États-Unis décident, et il faut que ça change, que rien de ce qui se fait en Haïti ne devait leur échapper, qu'ils devaient être en contrôle de tout ce qui bouge en Haïti. Et l'ambassadeur a rappelé aux Américains, mais quand vous faites le bilan, quel est le bien? Quelle est la plus-value? Quelle est la valeur ajoutée pour le peuple haïtien? Un peuple qui souffre d'insécurité, un peuple qui souffre d'analphabétisme, un peuple qui souffre d'insécurité alimentaire, un peuple dont le président et l'ambassadeur, n'est-ce pas, de la Russie a rappelé ça aux Américains, un peuple dont le président a été assassiné et sur l'assassinat duquel il n'y a toujours pas d'enquête. Et c'était bien senti cette remarque-là, parce que, je vous l'avais dit, que le président Jovenel a été assassiné avec la complicité de la CIA et du département d'État, parce qu'il a osé dépêcher quelqu'un de sa famille vers la Russie en passant par la Havane, et surtout parce qu'il a osé accréditer un ambassadeur de la Fédération russe à Port-au-Prince. On a comploté, n'est-ce pas? On a concocté sa mort en se servant bien sûr d'assassins colombiens, en se servant de politiciens haïtiens du PHTK et des membres de l'oligarchie haïtienne. Et l'ambassadeur russe aux Nations Unies a rappelé ces 4 vérités. Et là, il disait, qu'est-ce que ce peuple vous a fait? Un peuple héroïque, un peuple qui ne demande pas mieux que de vivre, un peuple qui veut tout simplement, et c'était ces mots, n'est-ce pas, se sortir des griffes de l'oligarchie, des politiciens que vous corrompez vous-même. Alors vous n'avez pas de leçon à nous faire. Et quand vous parlez, n'est-ce pas, d'insécurité en Haïti, vous en êtes responsable en laissant entrer sur le territoire haïtien des armes qui viennent de chez vous. Voilà une autre raison. Voilà une autre raison, s'il en fut, et mettre un terme, suspendre pendant un temps nos relations diplomatiques avec les États-Unis, parce que ce sont des relations qui, non seulement ne nous rapportent rien, mais des relations qui nous sont nocives, parce que les États-Unis ne sont pas bienveillants vis-à-vis d'Haïti. Vous me direz, ah oui, mais tous les États, toutes les nations cherchent leurs intérêts et qu'il ne faut pas s'attendre à de la bienveillance. Faux! Il y a moyen de défendre ses intérêts en tant que nation, il y a moyen de défendre ses intérêts en tant que peuple sans verser dans la malveillance, sans verser dans la méchanceté. Et ce que les États-Unis, ce que le Canada, ce que la France sont en train de faire, n'est-ce pas, au peuple haïtien, c'est de la malveillance primaire. Le Canada, la France, les États-Unis sont en train de nous faire payer notre verticalité. Ils sont toujours en train de nous faire payer, de nous être mis debout
pour reprendre l'expression d'Aimé Césaire, nous en tant que nègres, qu'ils considéraient comme des inférieurs, comme des individus plus près de l'animal, plus près du singe que de l'humain, ils continuent de nous faire payer, de nous être mis debout, de nous être révoltés contre l'esclavage et d'avoir fait manger la poussière à l'armée française, l'armée blanche de Napoléon. Et comme j'aime à le rappeler, c'est la première fois qu'une armée européenne devait perdre une bataille aux mains d'une armée non européenne. Et quelle victoire! Ils sont en train de nous faire payer cela. Ils veulent envoyer cette leçon-là à nos frères noirs, à nos autres frères qui se battent pour leur émancipation, qui continuent de se battre pour l'autodétermination des peuples. Ils sont en train de nous dire, vous avez coupé les têtes trop tôt, vous avez conquis votre indépendance trop tôt. Je vous emmerde donc. Et donc, ce que Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, faisait, c'était tout simplement du grenouillage, c'était du bluff. C'est quelqu'un qui voulait donner l'impression qu'il est, si vous voulez, un acteur important sur la scène internationale, qui prend des engagements. Voyons donc. Depuis tout le temps que le Canada est présent en Haïti, qu'est-ce que ça a donné? Pendant un temps, Haïti et l'Afghanistan ont été les pays où le Canada a injecté, suivez mon regard, plus d'argent que dans n'importe quel autre pays. Maintenant, regardez l'Afghanistan et dites-moi ce que ça a donné. Regardez Haïti, dites-moi ce que ça a donné. Et concluons que nous n'avons pas besoin de la foutue aide du Canada. Nous n'avons pas besoin de Trudeau. Lorsque Haïti se battait pour son indépendance et qu'il l'a effectivement conquise en 1804, eh bien, vous savez quoi? Le Canada était encore une colonie britannique. Le Canada était tout au mieux un dominion. Il fallait attendre le statut de Westminster en 1931. Plus d'un siècle après les Haïtiens, il fallait attendre le statut de Westminster de 1931 pour que le Canada commence à avoir le statut d'un État sur la scène internationale. 1931, c'était hier. Et entre 1931 et 1982, écoutez-moi bien, faisons un peu d'histoire, quand le Canada devait amender une loi dans sa constitution, écrite de concert avec Londres, le Canada devait envoyer ses propositions de modification au Parlement britannique pour que le Parlement britannique l'approuve avant que le Canada puisse appliquer des amendements de sa propre constitution. Ce n'est qu'en 1982, vous étiez tous nés, que Trudeau père, donc Pierre Elliott Trudeau, a rapatrié tous les droits souverains du Canada, faisant ainsi du Canada, si vous voulez, un pays avec tous ses droits. Alors, c'est le Canada qui a rapatrié sa constitution en 1982. C'est le Canada qui a attendu jusqu'en 1931, grâce au statut de Westminster, pour avoir, si vous voulez, une présence internationale, un statut international. C'est ce Canada-là qui est en train de dire aux Haïtiens quoi faire. Allons donc. On va dire à Trudeau d'aller voir ailleurs si j'y suis. Quand mes ancêtres ont conquis leur indépendance, eh bien, les ancêtres de Trudeau, eux, courbaient l'échine devant les Britanniques et étaient fiers d'être un dominion britannique. Voyons donc. Alors on va dire à Trudeau d'aller s'occuper de ses fesses. Ça va? Et donc, je présente mes félicitations à l'ambassadeur de la Russie au sein des Nations Unies d'avoir défendu les intérêts du peuple haïtien. Vous savez, les dirigeants que l'Assemblée malveillante des nations, c'est-à-dire les États-Unis, la France et le Canada, ces dirigeants que ces pays malveillants placent chez nous ne nous défendent pas. Ils ne nous défendent pas. Vous avez entendu, mais je ne mettrai pas le lien, le discours du ministre des Affaires étrangères d'Haïti aux Nations Unies, mais
En gros, je résume, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il a osé dire qu'on obtient des résultats et que tout est sous contrôle. Tu as supposé foutre nous sur un jeu bâton. Grand-mère m'a dit, tu as supposé foutre l'on tape au majuscule. Tout est sous contrôle. Putain. Putain de merde. Passez-moi l'expression. Vous voyez le tableau? L'ambassadeur du Mali qui dit ces 4 vérités aux méchantes autorités françaises. L'ambassadeur russe qui dit ces 4 vérités au nom du peuple haïtien. Merci à l'ambassadeur russe. À la France, aux États-Unis et au Canada. Et le chancelier haïtien qui est allé merder, qui a descendu son pantalon comme savait le faire Michel Martelly, et comme il le fait encore, et qui dit, mais il n'y a pas de problème en Haïti. Où est le problème? Il n'y en a pas. Tout est sous contrôle. L'expression « tout est sous contrôle » me rappelle drôlement la formule qu'avait utilisée Claude Joseph, alors Premier ministre sortant, le matin même de l'assassinat de Jovenel Moïse. Il s'est présenté devant la presse, flanqué de son chef de la police, Léon Charles, et il a dit tout est sous contrôle. Au fait, ça doit être un mot de passe pour ces dirigeants apatrides qu'on place en Haïti contre l'intérêt des Haïtiens. Et là, je viens de dire 2 personnes qui ont fait ma fierté. Donc d'abord l'ambassadeur du Mali aux Nations Unies, ensuite l'ambassadeur de la Russie. Maintenant, voyons ceux qui nous ont ridiculisés. Je viens de vous parler du chancelier haïtien, du ministre des Affaires étrangères, monsieur Généus, pitoyable Généus. Mais il y en a une qui a fait rire de nous. Une femme que j'aimais bien, parce qu'elle écrit bien. Elle est ministre de la Culture, elle écrit bien, je lis ses romans, on a échangé un certain nombre de fois, mais bon Dieu, bonne écrivaine. Mais il faut faire attention. Un bon sportif n'est pas nécessairement un bon politicien. Un bon chirurgien n'est pas nécessairement un bon politicien. Vous suivez mon regard. Une bonne écrivaine, une bonne romancière n'est pas nécessairement une bonne ministre. Encore moins une bonne communicatrice. Eh bien, cette semaine, c'est la ministre de la Culture d'Haïti qui est allée faire rire de nous sur le plateau de TV5 en France. Elle était en France, je ne sais pour quelle raison, vous savez. Père diem, machin, hein? Et là, elle était sur le plateau de TV5. C'est d'un ridicule absolu. Mais bon Dieu, expliquez-nous, madame, ce qui se passe. Oh là là, c'est du n'importe quoi. Putain, 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 putain de merde. Autant dire, il ne suffit pas d'aller à l'école, il ne suffit pas d'écrire sur Haïti pour aimer Haïti. Hein. Faisons attention, hein. Faisons attention à cela. Et donc cette dame, ministre de la Culture, ben écoutez, on ne peut pas être une bonne personne et collaborer avec des assassins. Ariel Henry, c'est un assassin, c'est un gouvernement d'assassins dont le mandat est de protéger les assassins pour éviter que la vérité ne sorte jamais sur l'assassinat de Jovenel. C'est pour cela que les États-Unis ont placé là Ariel Henry. Et donc, ces sbires. La deuxième qui a fait rire de nous, putain, c'est la ministre de la Culture. Oh là là. Non mais bon, c'est pas parce que c'est drôle que j'en ris. Je discutais avec un ami frère, je dis, mais putain. Haïti, c'est une
C'est l'image d'une mère qui est baisée par ses propres fils, hein, et qui est baisée sans ménagement. Non mais... Les premiers assassins d'Haïti, ces premiers malfaiteurs, ce sont ces élites, hommes et femmes. Hein. Et vous savez, l'école et l'Église, puisque l'école est aux mains de l'Église, l'école est une manufacture, une machine à produire une élite apatride, une élite imbécile, une élite qui n'est pas solidaire de sa propre population et qui est allée... Je vois cette dame sur le plateau, je dis putain, remplacez-la par une marionnette et vous auriez un meilleur résultat. Et à un moment donné, même la journaliste était irritée parce qu'elle répondait à aucune question. Elle répétait les mêmes phrases fades et insipides. L'autre malveillant contre le peuple haïtien, c'est la presse, et en particulier le seul journal d'Haïti, le Nouvelliste. Le Nouvelliste, il faudra le boycotter. OK? Imaginez que le Nouvelliste a accordé cette semaine une entrevue à l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince. Et le foutu journaliste a demandé à l'ambassadeur des États-Unis, mais qu'allez-vous faire pour sortir Haïti de la crise? Mais, crétin, Haïti est un pays souverain, merde. Non, mais est-ce qu'on est encore une colonie et puis les États-Unis seraient la métropole et puis les États-Unis envoient, n'est-ce pas, un gouverneur pour venir régler la crise? Vous imaginez le journaliste du seul journal écrit du pays qui demande à un pays étranger comment vous allez faire pour sortir Haïti de cette crise. Qu'est-ce que vous allez faire de ceux qui animent les manifestations dans les rues? Qu'est-ce que vous allez faire contre ceux qui brisent? Mais merde! N'avez-vous pas honte? Vous savez quoi? Si jamais Haïti était en guerre contre les États-Unis, c'est une scène loufoque. Et feu le géographe et conteur Georges Anglade. Georges Anglade n'était pas seulement géographe vers la fin de sa vie. Enfin, il est mort jeune, une soixantaine d'années de mémoire, mais lorsqu'il a pris sa retraite comme professeur, eh bien, il a commencé à écrire des contes, etc. Et l'un des recueils de l'audience qu'il a écrit s'appelait justement « Et si Haïti déclarait la guerre aux États-Unis » Et ça, vous allez rire, à vous pisser dessus, de la première à la dernière page. Georges Anglade. « Et si Haïti déclarait la guerre aux États-Unis » Et donc, vous savez, avec des journaux comme Le Nouvelliste, des journalistes apatrides, antinationaux comme les journalistes du Nouvelliste, si Haïti était en guerre contre les États-Unis, ces gens-là prendraient les armes contre Haïti. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Non, mais il faut vraiment être un imbécile. Comment quelqu'un qui écrit un article dans un journal peut ne pas savoir le b.a.-ba de que tout élève du secondaire sait? Ça, là, j'ai su dès mes études du secondaire. Un ambassadeur représente un pays étranger dans un autre pays étranger où il est accrédité. Donc, il n'est pas là pour résoudre les problèmes du pays où il est accrédité. Et donc, ce journaliste imbécile ne sait pas la différence entre un État accréditant et un État accréditaire. Qu'allez-vous faire? Et je dis que ce journaliste imbécile du Nouvelliste, c'est le type même du journaliste haïtien qui va donner son micro
à l'ambassadeur du Canada pour que l'ambassadeur du Canada nous dise quoi faire. Mais je l'emmerde, l'ambassadeur du Canada. C'est souvent des petits pisseurs. Ne pensez pas que qu'on envoie les plus grands diplomates en Haïti et ils disent, écoutez, c'est des pays de nègres, hein. On va leur envoyer des gens qui, au passage, vont baiser des jeunes filles. Et ce que je dis là, je vous en parle en toute connaissance de cause. J'ai déjà vu, moi, de mes yeux vus, des diplomates grisonnants, accrédités à Port-au-Prince, entrer dans les chambres d'hôtel en love zone, bras dessous, avec des mineurs encore en uniforme. Ça, j'ai vu ça de mes yeux vus, en 2009. Et donc, quand on nous envoie des ambassadeurs, ne pensez pas que ce soit les meilleurs dans des écoles de relations étrangères. C'est souvent des petits pisseurs, hein, qui vont là pour se faire des dents, ou bien qui ont été en Afrique et qui disent, écoutez, c'est des nègres, on peut les baiser tous de la même manière, c'est des inférieurs, et puis, mais écoutez, ce sont donc ces journalistes-là qui donnent leur micro à des diplomates étrangers pour qu'ils s'immiscent dans nos affaires. Moi, je suis au Canada depuis 33 ans, les amis. Je n'ai jamais vu ni entendu un ambassadeur ou un diplomate accrédité à Ottawa commenter, ne serait-ce que en des termes voilés, les affaires souveraines du Canada. Et pourtant, n'allez pas croire que le Canada est un pays sans problème, hein. N'allez pas croire que le Canada, c'est un pays où tout est beau. Le Canada traite les Autochtones comme des moins que rien. Les Autochtones n'ont pas d'eau potable, hein, il faut dénoncer ça. Les Autochtones, bon Dieu, n'ont pas de travail. Les Autochtones n'ont pas d'électricité. Vous imaginez le Canada qui est un pays du G7, qui place dans des réserves comme si c'était des animaux ces Autochtones qui sont les propriétaires du pays. Ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas d'électricité. Et donc, vous demandez à un ambassadeur du Canada de nous aider. Mais je l'emmerde. Et les médias font ça. À la première crise d'Haïti, ils vont demander aux ambassadeurs. Mais c'est les ambassadeurs qui ont créé les problèmes. Ils les ont créés en se servant des laquais nationaux. Alors que la presse a un tel pouvoir que si la presse imposait un blackout sur les ambassadeurs, s'il se passait le mot, si les journalistes se disaient, écoutez, pour sortir de la crise, il faut empêcher que les ambassadeurs mettent leur gueule dans nos affaires. Donc, on leur coupe le sifflet, on ne publie pas leur communiqué, on ne leur donne pas d'entrevue. Et là, une partie du problème serait réglée, mais là, ils ne le feront pas, les journalistes. Je sais que certains journalistes haïtiens, parmi les plus en vue, je le sais, ont des chèques régulièrement de certaines ambassades en Haïti. Alors dites-moi, on ne mord pas la main qui nous nourrit. Si tu reçois un chèque de l'ambassade du Canada ou du département d'État, ou alors là, tu vas régulièrement solliciter le service culturel d'une ambassade pour toutes sortes de services, pour financer tes projets. Mais c'est normal que l'ambassadeur se serve de toi pour mettre sa foutue gueule dans nos affaires nationales. Autre carton rouge. Ah, mais c'est à des anciens politiciens du PHTK. Ceux-là, ils n'ont pas le sens de la honte. Je vais vous dire quelque chose là. Vous vous demandez où trouver mes livres. Simple, sur mon site, prioritairement. www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi
avoir accès à mes livres par amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Mais il faut rire parce que je vais vous parler de deux autres politiciens. D'abord, de Wilson Lalot. Wilson Lalot, c'est celui qui fut ministre des Finances de Michel Martelly. C'est-à-dire, pendant tout le temps où Michel Martelly détournait des fonds publics, que Michel Martelly dilapidait l'argent de Petro-Caribé, c'est lui qui signait les chèques sans poser de questions. Sans poser de questions. Et lorsque les jeunes, les Petro-Challengers ont lancé leur mouvement, eh bien, ils ont demandé des comptes à Wilson Lalot. Ils ont dit, écoutez, vous avez signé des chèques pour Michel Martelly pendant les années de son règne. Vous n'allez pas tenter de nous faire croire que vous n'en savez rien. Et là, pour toute défense, il est allé sur le plateau de Télémétropole, le plateau de Wendell, il a pleuré comme un enfant. Et moi, je rappelais, attention, les crocodiles pleurent aussi. Hein. C'est pas pour rien qu'on a l'expression française des larmes de crocodile, parce que les crocodiles, avant de bouffer leurs victimes, avant de manger leur proie, eh bien, ils pleurent. Eh bien, dernièrement, dans une entrevue qu'il a accordée, Wilson Lalot, il a osé dire, et assoyez-vous bien là, il a osé dire que Michel Martelly était un bon président. Putain de Wilson Lalot, professeur d'économie, de finance, auquel cas, vous savez, je viens de vous le dire, nos élites sont peut-être les plus malveillantes vis-à-vis de notre pays. Et là, c'est ce Wilson Lalot, entre autres, et Louis No. Louis No, c'est un sociologue qui a vécu au Canada, qui a enseigné au Canada, et qui, à la faveur de l'élection de Michel Martelly, est entré en Haïti et est devenu, si vous voulez, le cerveau à la primature. Ensuite, il est devenu le cerveau auprès de Jovenel Moïse, au point que Jovenel Moïse l'avait mis dans sa commission scélérate de réforme constitutionnelle, mais illégale. Eh bien, imaginez cette semaine, c'est Wilson Lalot qui a dit que Michel Martelly était un bon président. Mais je comprends. Il était à ce point bon président que vous avez accepté de lui signer tous les chèques pour gaspiller les fonds Petro-Caribé. C'est lui qui propose une sortie de crise. Enfin, pas seulement lui, Louis No, qui a co-dirigé cette scélérate commission sur la réforme de la Constitution, et Wilson Lalot, ces deux-là, comme deux larrons en foire, proposent une solution de sortie de crise. Qu'est-ce qu'il propose? Il propose qu'on signe un pacte de civilité, qu'on s'engage à faire des élections, mais ou pas cap dans PHTK sans pas sans honte. Quelqu'un a dit dernièrement sur mon plateau, quand vous êtes dans le PHTK, vous êtes comme un charbon de bois. Soit que vous salissiez les gens parce que vous êtes sale vous-même, ou que vous brûliez les gens parce que vous êtes brûlant. Vous ne pouvez pas faire partie du régime du PHTK et être une personne honnête. Non. Parce que vous avez trempé à des degrés divers dans des magouilles. Et là, ces gens qui n'ont pas le sens de la honte, imaginez, nous proposent une proposition, enfin, nous met devant nous une proposition de sortie de crise. Pacte de civilité, réconciliation, réforme de la Constitution. Vous voyez comment? Ils ne renoncent pas à l'agenda, à eux imposé par les États-Unis. Réformez-moi cette foutue Constitution, rendez la vente
de nos mines plus faciles sans que le Sénat n'ait à avaliser cela. Le jour où on aura un vrai pays, un vrai gouvernement, M. Sahe n'a pas arrêté, il faudra arrêter Wilson Lalo, qu'il rende des comptes, il a signé tous ces chèques-là. Il faudra arrêter Louino, qui a trempé dans cet exercice illégal de réformer par un mode illégal la constitution haïtienne, mais c'est des gens pour arrêter. Et je vous ai dit qu'en Haïti, ça se corse, parce qu'on est en train de brouiller les cartes, on est en train de tenter des manœuvres de confusion contre le peuple haïtien. Mais là, j'ai un mot de félicitation. J'ai deux mots de félicitation. D'abord au peuple haïtien, qui, malgré ses souffrances, qui, malgré ses incertitudes, est dans les rues pour manifester sa colère, même si ce petit laquais qu'on appelle le secrétaire général des Nations Unies a dit, écoutez, les manifestations, au fait, c'est des bandits qu'on y trouve. C'est des gens qui bénéficiaient jusque-là de la subvention du carburant et qui, mécontents, brisent et cassent. Donc, ils traitent les gens qui sont dans les rues, les citoyens qui manifestent leur colère, qui manifestent leur ras-le-bol, eh bien, ils les traitent de bandits. Honte à lui. Et je l'emmerde. Et donc, je félicite la population haïtienne pour son courage, pour sa combativité. Et ayant félicité la population haïtienne, je dois féliciter Moïse Jean-Charles. J'ai mes réserves, vous le savez, vis-à-vis de Moïse Jean-Charles. Mais ça, ce n'est pas le propos de l'émission d'aujourd'hui. Je tiens à le féliciter de garder le flambeau de la contestation allumé dans le Nord. Car, je vous l'avais dit, les nations malveillantes, le Canada, les États-Unis, la France, les oligarques et les politiciens traditionnels, qu'est-ce qu'ils attendent? Sur quoi comptent-ils? Qu'est-ce comptent-ils? Ils disent, écoutez, le peuple ne pourra pas tenir longtemps, il va avoir faim, il va être fatigué, et là, après quelques jours de manifestation, ça va être business as usual. Et quand il y a quelqu'un qui tient allumé le flambeau de la contestation, je dois lui le féliciter. Je dois lui présenter mes compliments. Et c'est ce que je fais à Moïse Jean-Charles. Garder ce flambeau de la contestation allumé. Che Guevara disait, et je le cite, il faut avoir tant de foyers, il faut allumer tant de feux partout qu'il n'y ait pas assez de pompiers pour les éteindre tous. C'est comme cela qu'on finira par renverser le système. La situation est corsée. Les tenants du système résistent. Les oligarques résistent. Les représentants des nations malveillantes en Haïti magouillent pour que le système ne cède pas. Car il y a de trop grands enjeux. Il y a les richesses du sous-sol haïtien. C'est un beau pays. On aime le pays, mais on n'aime pas la population qui l'habite. Donc on voudrait que cette population, n'est-ce pas, disparaisse. Voilà pourquoi on émet beaucoup de visas ces jours-ci. Et quant au reste de la population, de toute manière, une espérance de vie de 55 ans. Donc les enjeux sont énormes. Le système, les tenants du système ne veulent pas céder. Ça se corse. Nous devons tenir tête. Mais vous savez quoi? Et ça, j'espère que les tenants du système vont l'entendre. Plus vous résistez, plus la sortie de crise va être radicale. Je vais reprendre cela. Vous résistez, vous dites, écoutez, ils vont avoir faim, ces gens-là. Ils vont avoir soif. De toute manière, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas de nourriture. Ils vont tenir comment? Pendant combien de temps? Fine. Sauf que, en résistant ainsi, vous êtes en train de radicaliser ce peuple. Ce peuple-là va être de plus en plus radical et il va être sans complexe dans la manifestation de sa radicalité. Et moi, j'applaudis cela.
Le peuple, je l'ai dit la semaine dernière, se cherche un père, il se cherche un leader. Il dit, écoutez, ce qu'on me propose là ne me satisfait pas. Les divers accords ne me satisfont pas. C'est du grenouillage, c'est des magouilles. Mais on trouvera une sortie. Hein? On trouvera une sortie. On trouvera nous-mêmes une solution. On va nous-mêmes trouver une proposition de sortie de crise. Et ce ne sera pas le petit pansement sur la jambe qui mérite d'être amputée. Ce sera une sortie radicale pour un nouveau pays. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien. Au téléphone 514-867-8352. Son email, lilucien@royallepage.ca. Louis-Yves Lucien, la fiabilité à portée de main. Enfin, il y a toujours le que faire. Il y a toujours le que faire. Donc, on a félicité quelques-uns, on a blâmé d'autres. Le que faire, c'est de réaliser une vraie transition, mais non pas avec une seule personne qui a contribué au maintien de ce système-là. Je vous l'ai dit, il y en a qui cherchent à se renouveler. L'intention est claire, c'est de regarnir leur compte en banque. Ceux qui ont bénéficié du système ne peuvent pas tout à coup foutre un coup de pied dans le système, non. Non, pas du tout. N'oubliez pas ma formule, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Donc il faudra une équipe d'hommes et de femmes patriotes, une équipe d'hommes et de femmes intègres, une équipe d'hommes et de femmes, n'est-ce pas, compétentes pour venir gérer une vraie transition. Pas une transition de 12 mois, pas une transition de 18 mois, pas une réformette où on fait une chaise musicale. Vous avez vu ça, hein? Vous avez vu passer une proposition qu'on dit venir de la communauté des nations malveillantes, c'est-à-dire on aurait un nouveau gouvernement, une espèce de conseil de transition, mais nouveau gouvernement qui garderait Ariel Henry. Posez-vous la question. Pourquoi les États-Unis, pourquoi le Canada, pourquoi la France tiennent-ils tant à garder Ariel Henry? C'est qu'Ariel Henry est là pour une raison. Il est là pour empêcher la tenue du procès Petro-Caribé. Il est là pour empêcher la tenue d'une enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Parce que s'il y a une véritable enquête, on va voir que les États-Unis sont impliqués là-dedans. Il est là pour conduire cette réforme de la Constitution, c'est-à-dire la promulgation d'une nouvelle Constitution. Il est là surtout pour nous faire des élections bidons. Ne faisons aucun compromis. La lutte se corse, bien sûr. Ça va nous demander encore plus de courage, plus de combativité, plus d'intelligence, plus de ruse. Mais nous serons encore plus radicaux dans notre refus de transiger avec quiconque ayant bénéficié de ce système-là. Le temps est venu pour foutre par terre ce système. Et quand on veut mettre par terre un système, eh bien,
On ne prend pas langue avec ceux qui disent, écoutez, mais non, ce n'est pas un si mauvais système que cela. On peut en garder, si vous voulez, quelques pans. On peut changer la peinture, on peut changer le décor, on peut changer les visages, mais le système en tant que tel, on ne peut pas le changer. Continuons à recevoir nos leçons du département d'État. Continuons à nous faire ridiculiser par, n'est-ce pas, Justin Trudeau. Il nous faut nous inspirer de l'exemple du Mali. À un moment donné, assez, c'est assez. À un moment donné, il faut quelqu'un qui mette de l'ordre dans la maison. À un moment donné, il faut quelqu'un qui dise aux nations malveillantes, basta. Maintenant, c'est à nous de gérer nos propres affaires. J'espère vous avoir été utile. Merci de prendre le temps de nous suivre, likez ce qui se fait sur cette chaîne, partagez nos vidéos, abonnez-vous, recrutez des gens qui s'abonnent et continuons, chacun à sa façon, chacun dans sa sphère d'activité et d'influence, continuons cette lutte. Haïti ne doit pas mourir, Haïti ne va pas mourir. Vive Haïti! Vive le peuple haïtien. N'oubliez pas, il est désormais sorti. Si vous l'avez précommandé, vous êtes en train de le recevoir ou vous l'avez déjà reçu. Il est toujours disponible sur mon site. Commandez-le et je vous donne la garantie que vous ne le regretterez pas. Merci de votre soutien, merci de votre support. On garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Allez, au revoir.